Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. De plus en plus ces derniers mois, on voit pas mal de salariés qui font la transition de marketeurs en entreprise à de marketeurs indépendants. Et pour parler de ce sujet et vous aider un petit peu à avoir des billes sur comment est-ce qu'on peut gérer justement cette transition-là pour assurer la réussite, on va dire, maximale du projet derrière, je suis avec Cédric Costa, qui l'a fait il y a quelques années et qui, je ne le cache pas, m'a accompagné aussi moi quand j'ai voulu faire cette transition il y a quelques mois. Donc on va pouvoir tous profiter de ces retours d'expérience. Bonjour Cédric. Salut Axel, merci de me recevoir. Eh ben écoute, c'est un plaisir, je le dis, tous les deux, bon, on commence à se connaître un petit peu, ça fait un moment qu'on échange en tout cas sur ces problématiques, donc c'est trop cool de t'avoir enfin à mon micro. J'allais dire, bon, effectivement, je l'ai dit, on se connaît, mais tout le monde ne te connaît peut-être pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors en quelques mots, moi je suis Cédric Costa, je suis expert en marketing. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. J'ai fait une première moitié de carrière en start-up. Start-up, je dirais même des fois start-up, ça a dépendu des expériences. Et une deuxième moitié de carrière à mon compte. Depuis que je suis à mon compte, je me suis spécialisé vraiment en inbound marketing. J'ai créé un collectif de freelance qui s'appelle James Inbound, dont Axel justement fait partie. J'ai également une casquette, en plus de cette casquette entrepreneur, une casquette créateur, où j'ai été tellement passionné par le concept du freelancing et de l'indépendance de manière générale, que je documente mon aventure depuis maintenant 3 ans, à la fois sur LinkedIn, dans un podcast qui s'appelle Shortcut, et dans une newsletter qui s'appelle Merlan Free. Ouais, tout à fait. Trois contenus. Bah écoute, on pourra mettre les liens dans la description aussi pour ceux qui veulent aller voir justement, et c'est dans lesquels tu documentes tes apprentissages, ton chemin, et c'est vachement intéressant pour ceux qui veulent se lancer. Bah rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'allais dire, on reçoit tous les deux pas mal de questions régulièrement de profils marketeurs, CMO qui veulent justement aborder cette transition de salarié à indépendant, comment structurer l'offre, trouver des clients. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui se posent. Donc je te propose qu'on les traite un petit peu un par un dans l'ordre. Premièrement, déjà un petit peu, c'est le gros changement, mais ça ressemble à quoi la vie d'un marketeur indépendant? Et puis après, c'est quoi les différentes façons un petit peu justement de préparer ce travail, on va dire en tout cas d'accompagner des clients, quoi. Ouais, alors la vie de marketeur indépendant, pour moi, par rapport en tout cas à ta vie de marketeur en salarié, c'est un changement de mental, de mindset, déjà de base. En fait, tu te dis, par exemple, on voit beaucoup de gens qui se disent freelance en growth, ou alors CMO as a service. Moi-même, j'ai fait ça, CMO externalisé, etc. Mais la réalité, c'est que t'es plus salarié. En fait, il faut bien te mettre ça en tête. T'es plus salarié. Et en tant que marketeur indépendant, tu vas devoir devenir un peu le commercial également. Donc pour un marketeur, ça veut dire beaucoup. Parce que tu vas pouvoir enfin appliquer ce que tu reprochais à tes collègues sales quand tu étais salarié. Tu vas pouvoir l'appliquer. Tout ce que tu leur reprochais de pas faire, tu vas pouvoir l'appliquer pour toi. En fait, tu vas pouvoir te rendre compte que peut-être que des choses que tu reprochais sont finalement pas si évidentes. Et aujourd'hui, tu vas devoir t'y coller. En plus d'être marketeuse en freelance, tu vas devoir être sales. Tu vas devoir également faire pour toi ce que tu recommandais avant à ta boîte, ou ce que tu recommandais aux clients que tu pouvais avoir dans la boîte dans laquelle tu bossais. Tu vas devoir travailler ta marque personnelle, tu vas devoir communiquer, tu auras ton propre funnel ARRR en tant qu'indé, tu auras potentiellement ton média, etc. Et tu pourras pas te cacher en fait derrière ta boîte, derrière les ressources de ta boîte. Tu vas devoir te démerder en fait tout seul, quoi. Et surtout, tu auras plus d'excuses.
Parce que il y aura pas de mais c'est mon boss qui m'a pas donné le budget, c'est mon collègue qui est nul, c'est les sales qui traitent pas les leads, c'est ci, c'est ça. Non, non. En fait, là, tu seras à ton compte. Ce sera à toi d'aller chercher tes clients. Ce sera à toi de te débrouiller pour les trouver, pour les closer, pour les accompagner au mieux. Et en fait, tu seras responsable à 100% de tes victoires comme de tes défaites. Pour moi, c'est ça le plus important dans le switch, c'est de bien comprendre tous ces éléments-là. Carrément. Et tu vois, je pense que dans ce que tu dis, c'est très vrai dans le sens où souvent, alors, on aime bien dire, tu vois, les cordonniers les plus mal chaussés ou un truc comme ça, mais je pense qu'il y a bien un métier où c'est pas trop acceptable, c'est le nôtre. Tu vois, surtout quand t'es indé, effectivement, moi je le vois avec le podcast ou avec les contenus qu'on peut faire sur LinkedIn ou toi et moi en newsletter. euh, c'est vachement rassurant en fait pour les clients dans le process, surtout quand tu vends de la strate de contenu, de voir qu'en fait tu es capable de dérouler aussi tout seul, tu vois. Et je pense que c'est clairement un métier où tu peux pas te permettre de dire bah attendez, je sais pas attirer des clients, mais je vais vous aider à faire pour vous, quoi. Voilà. Bon, bref, c'est Ouais, effectivement il y a un changement de mindset là-dessus, quoi. bah, carrément. Et puis tu sais, tu parles du cordonnier le plus mal chaussé. Moi, j'aime bien ce parallèle-là parce que je parle souvent du fait de ne pas être en tant que freelance en marketing un cordonnier en tongs. Mm. C'est-à-dire que t'en as des fois qui vendent des prestats qui font pas pour eux-mêmes. Et moi, j'aime bien l'idée en fait de faire ce que tu prônes pour tes clients, de le faire toi-même. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion, par exemple, je vends des prestations en inbound, créer des machines inbound pour des startups, donc pour faire en sorte que ces startups ou même aujourd'hui, enfin demain aussi pour des freelances, je le fais aussi également, pour pouvoir en fait se permettre d'attirer des clients, d'attirer des prospects, pardon. Donc pour se permettre d'attirer des prospects et de les transformer en clients. Ça, je l'ai fait pour moi, en fait, pour le site de James Inbound, pour le collectif. J'ai créé la machine Inbound avec tout ce qui va bien. Donc, en gros, c'est assez facile parce que demain, quand j'ai un prospect, je peux juste lui dire ce que je peux faire pour toi. Ben, tu vas pouvoir avoir une démo, en fait. Télécharge ce contenu-là, laisse-toi guider, tu vas voir tout ce qui se passe. Tu vois mon site, tu vois mes ressources, tu vois ci, tu vois ça. Si ça te plaît, bah, je peux faire exactement pareil pour toi, adapté à ton business, adapté à ta cible. Sinon, bah, en fait, tu sais que je suis pas bon pour toi. J'avais ma carte de visite, elle est là, elle est disponible. Ouais, carrément. Et tu vois, c'est vachement important parce que j'incite, moi, c'est vraiment un truc qui m'a, dans les 2-3 premières affaires, quand j'ai démarré, que j'ai perdu, parce que j'étais pas capable j'ai manqué de réassurance au final, de donner de la visibilité sur comment ça allait se passer, tu vois, et au final de choses un petit peu concrètes. Et c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que les prospects, ils ont vraiment besoin aussi d'être rassurés en fait dans la démarche, que tu leur montres que toi tu es en contrôle de ce qui va se passer, que tu as une bonne vision sur comment les choses se déroulent. C'est vraiment un truc qui est super important. Tu vois, moi quand j'ai compris ça derrière, bah, aujourd'hui je close, je sais pas, peut-être 6 sur 10, 7 sur 10. Enfin tu vois, c'est quand on fait vraiment une offre aujourd'hui, on la vend presque, quoi. Mais parce que justement j'ai compris ce truc-là, tu vois, de donner de la visibilité sur comment ça va se passer l'accompagnement, qu'est-ce qu'ils vont attendre à la fin, c'est quoi les différentes étapes, par quoi on va se passer. Et donc en fait dans ce sens-là, comme tu l'as dit, toi ta machine inbound que tu as construite pour toi, c'est un super moyen de montrer effectivement aux prospects, regardez, c'est comme ça que ça se passe, c'est à ça que vous allez pouvoir avoir à la fin. Et je sais le faire parce que je l'ai fait pour moi. Et du coup, alors, c'est quoi pour toi les différentes façons d'accompagner les clients un petit peu dans les formats que tu peux pratiquer, du coup, en tant que marketeur indé, quoi? Ouais, moi j'ai identifié plusieurs manières. En fait, pour moi, tu en as trois principales. Tu vois, c'est une matrice assez classique, mais globalement, tu peux faire que de la stratégie. Donc, tu dis à ton client quoi faire. Ça, c'est assez facile. Si tu étais CMO, par exemple, tu as l'habitude de faire ça. Tu as Mhm. fait de la strat toute ta vie, en gros, et donc tu vas pouvoir driver ton client là-dessus. Ouais. Tu peux faire ensuite que de la prod, que de l'exécution. Donc, en gros, tu fais ce que ton client te demande de faire. Ça, c'est assez facile si tu étais sur un profil un peu growth manager, tu vois, head of, ou globalement, tu avais quand même quelqu'un au-dessus de toi qui te disait faut faire ça, ça, ça. Donc tu vas exécuter, tu es l'exécutant. Et après, pour moi, en fait, quand tu passes indépendant, en tout cas, c'est un peu l'objectif, à mon sens, que tout le monde devrait avoir, c'est d'arriver à se positionner sur faire de la stratégie plus de la prod. Euh, C'est-à-dire que tu vas dire à ton client quoi faire et tu vas le faire pour lui. Et ça, c'est vachement plus dur. Et c'est ça qui te positionnera, en fait, selon moi, dans le top 5% des freelances, parce que tu vas pas être simplement le consultant qui donne des conseils, tu vas pas juste être l'exécutant qui finalement se fait un petit peu marcher dessus et on va lui dire non, par contre, tes idées, je m'en fiche, moi je veux juste que tu fasses ce que je te dis. Tu vas te positionner comme vraiment l'expert qui arrive avec une vision et qui va pouvoir l'exécuter. Et tu vois, moi, ma phrase préférée, par exemple, en call avec des prospects, c'est de dire un truc du genre je suis pas le consultant en costume qui vient faire des audits de 6 mois dans ta boîte. Moi, je Mm. suis là pour te recommander les bonnes actions à mettre en place et pour les réaliser pour toi. En fait, ça, c'est vachement plus dur de trouver ce type de profil. Des gens qui font ce que tu leur dis, il y en a. Des gens qui te disent quoi faire, il y en a. Mais des gens qui te disent quoi faire et qui le font pour toi, ça, c'est hyper rare.
Ouais, et tu vois, je pense que ça rebondit bien ce que tu dis, en fait, dans les différents formats, que tu peux faire, en fait, en mode, coaching ponctuel à l'heure, tu vois? Package stratégique, moi, c'est ce que je faisais. C'est un petit peu comme ça que j'ai construit mon offre en démarrant. En fait, au début, si tu veux, bon, tu prends un peu des missions de tout, tu découvres, on te demande plein de choses différentes et tout, et après, petit à petit, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on te demande plus et que toi, tu es capable de structurer parce que ça te plaît plus. Et moi, c'est ce que Mmh. j'ai fait avec la partie strat de contenu. Et au final, j'ai cette espèce de setup stratégique, et puis, en fait, ça déroule un petit peu sur cette espèce de CMO de service que je vends maintenant, où en gros, derrière, quand ils ont pris ça, ils se disent: «Mais en fait, on a besoin de quelqu'un pour dérouler, piloter, faire un peu, éventuellement gérer aussi une partie externe, qui va, ou des prestataires qui vont pouvoir sous-traiter une petite partie, tu vois? Mmh, mmh mh. Et qui du coup permettent de vendre une espèce d'abonnement en tant que freelance sur de la durée, qui offre de la visibilité sur les revenus. Et c'est comme tu le dis, ça a vachement de valeur parce que du coup, en plus, tu as ce petit package au début qui te permet de mettre le pied dans la porte et puis qui après derrière, ben, déroule sur un accompagnement qui est potentiellement plus long, qui a vachement de valeur pour les gens parce qu'en fait, ils viennent te voir pour l'accompagnement stratégique, mais souvent ils ont non plus pas forcément toujours les ressources pour dérouler, quoi. Ouais, carrément. Puis en fait, là, je te parlais vraiment des grandes manières, moi aussi, de voir les choses. Après, c'est vrai que sur la question de comment tu te positionnes vraiment au niveau de tes offres, pour moi, et ça rejoint un petit peu, tu vois, la question du pricing au global, Ouais. mais c'est que on entend souvent, enfin, tu vois, sur LinkedIn, moi, j'ai vu souvent passer le fait d'avoir trois offres un peu principales. Tu vois, une offre un peu ticket bas, ticket moyen, ticket élevé. Et ça, je Mmh. trouve que c'est un super framework à avoir en tête pour construire ses offres, tu vois. Tu peux imaginer, par exemple, d'avoir une offre à 200 euros où tu expliques comment faire et tu montres comment faire de manière générale à ton client. Donc Mmh. typiquement, en fait, ce type d'offre, ça serait le produit digital en self-service, tu vois, la formation en ligne, et Ouais. éventuellement, tu vends des prestations à l'heure derrière si les personnes ont envie d'avoir une application à leur business. Tu vois, tu aurais par exemple une offre à 2000 euros, donc 10 fois plus cher, et souvent un facteur 10 en fait, hein, ticket bas, 10 fois plus cher, tu as un ticket moyen, et 10 fois plus cher, tu as le ticket élevé. Donc le ticket moyen, là, tu pourrais avoir une offre à 2000 euros en tant que marketeur, qui serait que tu expliques comment faire et tu montres comment faire de manière spécifique, en t'adaptant à la situation du client. Donc là, c'est directement le format coaching, mais ça peut aussi être un format qui est de plus en plus connu parmi les solopreneurs, qui est le format un petit peu du bootcamp, où finalement tu Ouais. ferais un espèce d'accompagnement collectif en cohorte. Donc ça permet d'avoir un tarif plus accessible pour les personnes qui participent et de rester rentable, toi, parce qu'en fait, tu vas dupliquer auprès de plusieurs personnes. Et Mmh. tu peux avoir une offre à 20 000 euros, en gros, donc encore 10 fois plus que le ticket moyen, qui serait, tu expliques comment faire à ton client et tu le fais de A à Z. Et ça, en fait, c'est un peu la presta CMO as a service, entre guillemets, ou département marketing externalisé. Il y a plein de manières de l'expliquer. Et ça, ça va être une presta de service, en fait, au forfait. Je te fais tout de A à Z. Soit je le fais moi, et après, ça peut être marrant, parce que là, on peut jouer aussi avec ça. Ça peut être aussi, je délègue une partie, comme tu le disais, donc au sein Mmh. d'un collectif, notamment. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai choisi de faire, en disant que demain, je vais pas pouvoir tout absorber, mais ça me fera plaisir de faire une passe et de monter une team pour tout réaliser de A à Z Ouais. pour un client. Et tu peux aussi choisir dans ces contextes-là, tu vois, après, c'est aussi le moment où tu peux te diversifier en faisant des passes. Tu tombes sur des gens qui veulent que tu leur fasses tout de A à Z, ben, tu fais une passe à quelqu'un de compétent et tu prends une com d'apport d'affaires, par exemple. Ouais. Carrément. C'est vrai qu'après, quand tu dis, une offre à 20 000 €, ça fait, on ouvre des grands yeux comme ça, mais une offre à 20 000 €, ça peut être, sur 6 mois, sur 7 mois, Ouais, c'est ça, avec, bien avec sûr. un récurrent mensuel, voilà. Et Bien au sûr, bien final, sûr. ça se dit si tu mets 2 000 € par mois, tu accompagnes un client sur 10 mois, tu lui fais une partie strat, une première partie déroulée, ça existe, vraiment. Et en plus, c'est sécurisant, on va dire, en tout cas pour l'indépendant, parce que c'est de la visibilité sur les revenus, quoi. Et tant qu'on est dans ces sujets de tarifs, du coup, c'est quoi tes conseils sur le sujet du pricing? Mettons que tu démarres demain, tu dois te relancer, comment est-ce que tu abordes ce sujet-là? Ouais, moi je suis très pragmatique sur le fait qu'il faut de l'expérience, un max d'expérience, le plus tôt possible. Donc moi je vais avoir tendance à donner comme conseil, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, et c'est ce que je referai si demain je me relançais, de faire un max de missions. Donc d'y aller comme un gros bourrin en gros au départ, sur toutes les plateformes. Je ferai même pas que de l'inbound, hein, pour être honnête. Enfin, il y aurait de l'inbound, mais pas que. Éventuellement de faire un peu de prospection, notamment si t'as pas de réseau avant. Il y a pas mal de techniques pour ça. Plateforme type Malte, impératif à mon sens, même si ça peut faire débat et qu'il y a des gens qui sont pas d'accord sur le fait de se mettre sur des plateformes. Pour moi, c'est quand même une plateforme qui donne de la visibilité, sur laquelle tu vas pouvoir avoir tes premiers éléments de preuve sociale avec tes 5 étoiles, des avis Mmh clients, mh. Mmh. etc. Donc vraiment, je ferai en sorte de faire un max de missions sans trop me poser de questions, à des tarifs bas qui font que
en rendez-vous prospect, le prospect aura pas le choix que de te prendre parce qu'en fait, tu seras le meilleur rapport qualité-prix du marché, tu vois. Même dans une optique un peu de bêta testing, c'est-à-dire que tu peux même proposer à tes clients des tarifs très bas au départ, en leur disant, je suis en train de lancer mon offre, moi je vous propose de faire les choses que je sais faire à un tarif ultra avantageux, et derrière je récupère un retour client. Et en fait, en faisant ça, tu vas pouvoir progresser ton tarif progressivement, tu vois, que ce soit ton TJM ou ton taux journalier moyen, ou même ton taux horaire, et progresser dans ta vie de freelance de cette manière-là, tout en récoltant la preuve sociale qui te permettra d'aller chercher des clients de plus en plus intéressants, d'imposer de plus en plus ton style aussi, parce qu'au départ, on lit souvent sur LinkedIn des freelance solopreneurs expérimentés qu'il faut pas négocier, que c'est tes conditions que tu les imposes et qu'en gros le client il la ferme. La réalité c'est qu'au départ le rapport de force il est pas comme ça. Ouais. Au départ en fait le client il te dit un truc et bah tu la fermes un peu quoi. Enfin en fait je pense que c'est le jeu. Moi je suis hyper à l'aise avec ça. Maintenant je peux me permettre d'inverser un peu le rapport de force et encore. Le but du jeu, c'est pas de commencer à se dire que tu as l'ascendant sur ton client ou quoi que ce soit. C'est juste de se remettre sur un pied d'égalité. Mais au tout départ, tu te lances en freelance, t'as la dalle, t'as pas encore vraiment fait de mission, t'as pas encore de preuves, t'as pas encore fait ton premier devis, bah tu vas te faire un peu bouffer au départ, mais c'est aussi comme ça que tu vas apprendre. Moi, je trouve qu'il faut Mm. voir ça comme le bizutage en fait dans un sens, et c'est ça qui va te faire aussi progresser, qui va te faire apprendre de tes échecs pour la suite. Faut faire sa première facture, quoi. Aussi. Enfin, tu Ah, vois, c'est ça, de c'est ouf, ça, bien hein. sûr. T'apprends. Moi, je l'ai pris un peu comme toi. Moi, j'avais fixé mes premiers tarifs avec mon TJM en me disant, ok, cette année, je voudrais pouvoir gagner tant. Tu vois, en me disant, bah, je voudrais tant et en travaillant max 3 jours par semaine pour les clients, quoi. Du coup, ça me faisait un objectif mensuel, un nombre de jours. Bah, je l'ai divisé et puis bah, t'arrives à une espèce de TJM, quoi, on va dire entre guillemets. Mais après, voilà, donc ça, c'est une manière de le voir, sachant que tu vas pas vendre tous tes jours sur l'année, donc il faut être un petit peu au-dessus de ce chiffre-là, quoi. Mais en tout cas, je te rejoins vachement sur cet aspect-là. En plus, au début, tu vas découvrir un petit peu aussi ce que te demandent les clients. Parce que c'est pas pareil que ce Bien que tu sûr. fais en entreprise. Et donc, l'idée, c'est d'accumuler le plus de missions possible, de gagner de l'argent parce que c'est important, mine de rien, pour démarrer sereinement son aventure aussi. Donc, de pricer relativement assez bas. Par contre, je pense que c'est important de le dire. Comme tu l'as dit, ça, c'est un super bon conseil. C'est que si tu prices bas, de dire qu'effectivement, c'est plus bas. Tu vois, tu démarres, donc tu fais une offre premium pour accumuler les missions, machin, avec un tarif avantageux par rapport à ce que tu as pratiqué derrière. C'est un peu comme toujours quand tu fais un cadeau à tes clients, faut le faire savoir que c'est un cadeau, tu vois, que c'est exceptionnel quand tu fais quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est un bon conseil que tu as donné, quoi. Donc effectivement, commencer un petit peu plus bas et de prévoir d'augmenter régulièrement ton TJM quand tu commences à accumuler des missions, ça peut être tous les 2 mois, tous les 3 mois, toutes les 5 missions, toutes les 10 missions. De prévoir peut-être des échelons, hein. Je sais pas comment tu l'as organisé, toi. Bah ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment en fonction des retours. Plus je me sentais à l'aise dans le tarif actuel, plus je montais. Je sais pas, tu commences un TGM à 300 euros, ben, tu vas avoir des problématiques et des retours de clients, même des perceptions de la part de tes clients qui seront pas du tout les mêmes que quand tu seras à un TGM à 1000 euros. Mais en fait, c'est en progressant à ton rythme que tu vas t'adapter. Et quand tu auras bien maîtrisé le fait de gérer des prospects à un TGM à 300 euros, tu passeras à 400, puis à 500, puis à 600. Et en fait, tu apprendras au fur et à mesure les nouvelles problématiques auxquelles tu es confronté. Et tu pourras soit choisir de rester à un TJM, mais ne pas oublier que des fois, peut-être que tu te rendras compte que tu seras allé un peu plus vite que la musique et que tu es passé un peu trop tôt au palier suivant. Et là, faut surtout pas, à mon sens, hésiter à redescendre d'un cran pour rester quand même dans ta zone de confort. Je suis pas en train de parler de rester justement dans sa zone de confort trop longtemps, mais je pense que c'est important aussi pour se projeter dans le freelancing pendant un moment, pendant un long moment, tu vois, de ne pas s'épuiser mentalement, de pas constamment être dans une zone de tension. Donc redescendre d'un cran quand on sent que là, par exemple, on est face à des clients beaucoup plus exigeants parce qu'on a bien monté ses tarifs, qu'on n'est pas forcément à la hauteur, parce que des fois ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé de Mhm. redescendre. Hein. Des fois, je Ouais. redescendais. Je me disais franchement, alors j'ai réussi à vendre cette presta, je suis fier de moi en tant que commercial et tout. Mais la réalité, c'est que dans la prod, je traîne un peu Il la faut patte. délivrer. Et Ouais. il faut délivrer quoi. Et Mhm. surtout, moi j'avais envie de garder une satisfaction client au top. Donc Mhm. et des fois ça m'est arrivé de dire voilà, me suis un peu emballé. On trouve un arrangement, j'offrais 1 ou 2 journées, tu vois, je proposais des choses en plus, et après je redescendais dans mes tarifs pour l'émission suivante en me disant non, si je continue comme ça, je vais me fatiguer, et puis surtout je vais avoir des mauvais retours peut-être à terme, parce que Mhm. l'idée, un bon conseil, je pense, quand on se lance en freelance, c'est aussi le côté sous-promettre et sur-délivrer. En Ouais. anglais, tu vois, c'est under promise, over deliver. Si tu commences à promettre la lune et que derrière tu fais pas grand chose, c'est horrible. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir apprendre progressivement en fait. Et commencer par des tarifs bas, ça te permet de cerner et de maîtriser vraiment cette limite. Je pense que c'est important de commencer bas. Et après, tu vois, tu as aussi ce côté où accumuler des missions, c'est hyper important pour pouvoir faire ton tri. Parce qu'en fait, au départ, tu prends tout. Enfin, je sais pas toi comment t'as fait, tu diras Axel, mais moi au Mhm. début je prenais tout.
Maintenant, je fais de l'inbound. Avant, je faisais du marketing. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait Ouais. des mecs qui arrivaient avec des problématiques pour des applications mobiles B2C. Je prenais. Alors que maintenant, je prends que des entreprises B2B en inbound. Je prenais tout. Et en fait, c'est le fait d'avoir tout pris qui m'a permis de comprendre que de la croissance pour une app B2C, ça m'intéressait pas. C'est pas mon délire. Donc ça, je le fais plus. Ça m'a permis de comprendre aussi au niveau des clients, avec quelle typologie de clients j'ai envie de bosser et pas envie de bosser. On a chacun nos propres limites, nos propres valeurs sur est-ce qu'on est respecté par un client, etc. Et pareil pour des prospects, ça me permet de savoir maintenant en avance si dans un call prospect, je me projette dans une collaboration ou pas. Tu vois, ça te permet de Mm. commencer à pouvoir imposer tes conditions, te rendre compte que finalement, tu peux aussi attirer des clients qui te ressemblent vraiment et que tu n'es plus obligé de prendre tout le monde. En fait, ça, c'est un cheminement qui se fait progressivement. Tu pourras pas avoir toutes les réponses dès le départ, et c'est l'accumulation des missions qui fera que tu pourras aller de plus en plus vite sur ce sujet de quelle est la mission parfaite pour moi avec le client parfait et les fonctionnalités parfaites de déroulement de la mission. Ouais, et puis il y a aussi un sujet, je pense, sur ces sujets de pricing, et comme tu dis, effectivement, faut pas hésiter à redescendre. Et moi, ça m'est arrivé aussi, pas tant parce que j'étais pas à l'aise de le vendre, mais c'est aussi un sujet des fois de le projet il te plaît, tu veux le gagner, donc tu es prêt à faire un petit effort, ou alors il y a il y a une collaboration sur le long terme qui est envisageable, tu vois, et forcément, quand tu dis un TJM à 800 euros, moi je vends un TJM à 800 euros quand c'est une mission de 2 jours, de 3 jours, tu vois, et que c'est sec, entre guillemets. Par contre, si on se projette sur 6 mois ensemble, un jour semaine, du coup, effectivement, tu fais un effort pour l'engagement, on va dire. C'est aussi quelque chose qui existe et que moi, il m'est arrivé de faire, quoi. Ok, super. Et donc là, on a dit, donc t'as donné des petites pistes aussi à un moment, tu l'as dit rapidement, mais c'est comment est-ce que tu trouves tes premiers clients? Tu vois, comment toi tu les as fait, et avec le recul, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui pour aller chercher ces premiers clients quand tu démarres? Alors, je vais quand même te raconter l'histoire de mon premier client. Premier client, c'était pas prévu en fait. J'étais en CDI, en fin de, pas en fin de période d'essai, mais j'étais en train de négocier une rupture conventionnelle, donc je savais que j'allais pas rester dans cette boîte. Euh, et, euh, et je postulais pour d'autres boîtes, donc pour d'autres CDI à la base. Mhm. Et j'ai fait un entretien avec une startup, c'était une startup à Paris. Et tu sais, le classique avec cas client qui dure 4 heures, comme un couillon. Moi, en plus, j'avais dit oui à tout et j'avais passé sur ma candidature, j'avais déjà fait 3 entretiens, un cas client, etc. Mhm. Et pour que la personne à la fin me dise, en fait, t'es trop senior pour le poste, on va prendre quelqu'un de plus junior. En fait, j'ai été hyper saoulé parce que c'était le classique, tu vois, de l'entretien qui dure une plombe et en fait qui te sert à rien et tu as juste perdu ton temps et t'as travaillé Ouais. gratos en fait. Et comme un pied de nez à cette boîte, je leur ai répondu, effectivement, je pense que je suis trop senior, mais ce que je peux faire, c'est coacher la personne junior que vous allez que vous allez prendre en poste. Et ça, je peux le faire en freelance pour vous. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que la personne me réponde positivement. Et elle m'a dit ah ouais, c'est une bonne idée ça, ben donne-moi tes tarifs, ça m'intéresse. Mes tarifs, je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc moi, je suis arrivé, j'ai donné un chiffre qui me paraissait aberrant parce que je continuais à être dans le pied de nez, en fait. Donc j'ai donné Ouais. un chiffre qui me paraissait aberrant, qui en fait était pas du tout aberrant, bien au contraire, qui était même pas du tout correct et qui était Ouais. vachement en dessous du marché. Et la personne, évidemment, a sauté sur le case et m'a dit, ah ouais, ouais, vas-y, trop chaud, bah, envoie-moi un devis. J'ai fait quoi? Un quoi? Un devis? Ah, Comment on ok, bah, fait? ah ouais. Donc j'ai tapé de faire un devis et tout sur Google. J'ai envoyé un devis, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur. Voilà, ben bref, c'est comme ça que ça s'est fait, que je me suis lancé à la toute base. Et en fait, ce premier client m'a permis d'en obtenir d'autres, etc., etc. Pour revenir à ta question sur comment trouver ses clients, je pense qu'il y a, en fonction du niveau, ça dépend du niveau de maturité que tu as. Si Mhm. tu as déjà beaucoup bossé avant, tu as un réseau, ça sera plus facile, c'est une certitude. C'est une certitude. Maintenant, si tu n'as pas travaillé avant, je pense que tu as plusieurs grands axes, on les évoquait, mais tu vas avoir la prospection, je pense que c'est quand même une base au départ. Mhm. Au moins d'identifier, de regarder sur, ne serait-ce que sur des job boards, des profils, enfin des boîtes qui cherchent des profils comme le tien, même en CDI, et de les démarcher pour leur dire, ben moi je te propose de le faire en freelance. Ton Ou exemple, de pousser, voilà, ou de pousser ouais. le web, parce que moi indirectement je me suis rendu compte que ça marchait, et ça m'est arrivé Ouais. d'ailleurs plus tard aussi. C'est pas la première fois que ça m'est arrivé, j'ai jamais fait volontairement, mais demain, si j'étais vraiment en galère, honnêtement, Tu pourrais le postulerais à des provoquer. CDI. Je postulerais à des CDI et à la fin, je leur dirais juste, ouais, sinon ça vous chauffe pas qu'on le fasse en freelance. Mais Ouais. tu vois, franchement, alors c'est pas très sympa de le faire enfin voilà, mais moi je le faisais toujours dans une optique vraiment d'avoir le CDI et puis finalement ça se transformait en mission client. Mhm. Ça m'arrivait 2, 3 fois quand même de faire ça dans des Ok. périodes de transition où justement j'hésitais à repasser en CDI, donc je passais des entretiens et en fait je closais des clients comme ça sans vraiment le faire exprès, tu vois, pour rester freelance. Donc ça c'est assez drôle. Après, je pense que tu as quand même toute la partie création de contenu qui est importante aussi, Ouais. heu, à faire assez tôt.
Il y a LinkedIn, mais il y a aussi le fait d'avoir son média de manière générale. Le fait d'avoir son média, donc ça peut être prendre la parole sur un réseau social, ça peut être avoir un podcast comme toi tu le fais. Tu vois, ça donne une crédibilité de fou. Le Café du Mmh. Market, tu vois, tu nous diras si ça t'avait ramené des clients. Je crois qu'à l'époque, on en avait parlé, pas encore, mais en tous les cas, c'est pas grave parce que tu capitalises sur quelque chose. C'est un vrai actif. Mmh. Ton média, c'est un vrai actif pour ta carrière, surtout si tu te projettes sur du long terme dans le freelancing. Ça peut être ne serait-ce qu'aussi un blog ou une newsletter. Enfin, en gros, tu as plein de formats. Une machine inbound, forcément. Quand je dis machine inbound, c'est le fait de commencer à pouvoir capter des leads avec des contenus type livre blanc, e-book. Tu vas commencer à faire des cas clients, des choses comme ça. Donc, toute la partie contenu, elle va être hyper importante. Mmh. Ce que je ferais, et pour donner quand même un exemple hyper concret, parce que là, je reste assez général, je pense que je commencerai tout de suite par prendre la parole sur un réseau comme LinkedIn et de montrer ce que j'ai dans le bid. Pour montrer ce que tu as dans le bid en tant que freelance et trouver tes premières missions, à mon avis, tu as 3 possibilités. Tu vas avoir de faire un vrai cas client. Donc ça, déjà, forcément, si c'est ta première mission, tu n'en as pas. Donc tu vas pas pouvoir faire ça. Mais tu vas pouvoir faire un faux cas client. Le faux cas client, moi, je trouve que c'est une super technique parce que ça te permet d'identifier une boîte parfaite avec laquelle tu voudrais bosser et Mmh. de te projeter en fin de collaboration dans le succès de la collaboration. Donc c'est quelque chose qui pourrait être, tu vois, comme un vrai cas client, sauf que tu te projettes dans une collab. Admettons que tu es CMO et tu cherches à bosser pour des boîtes à impact. C'est un peu, il y a beaucoup de gens qui font ça en Mmh. ce moment. Et ben tu imagines la boîte à impact avec laquelle tu as envie de bosser. Donc je sais pas, on va donner un exemple, Too Good To Go, et tu vas te dire, ok, le contexte. Et ben Too Good To Go m'a contacté pour que je fasse ça, ça, ça. Réalisation, j'ai fait ça, ça, ça. Et résultat, voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Et ça te permet de te projeter en fait dans la conception de tes offres, dans ce que tu as envie de faire, pas faire, parce que tu es en train de drafter finalement la mission parfaite pour toi, avec l'entreprise parfaite et les clients parfaits. Donc ça va te permettre, en faisant ça, en fait, à la fois de montrer ce que tu as dans le bid, parce que tu es en train de donner tes offres indirectement à travers cette technique-là. Ça va te permettre de commencer à lister les boîtes avec lesquelles tu as potentiellement envie de travailler, dans l'optique de pouvoir les prospecter derrière. Et Mmh. en plus, tu es en train de capitaliser sur un contenu que tu vas pouvoir déployer plus tard, soit pour une édito LinkedIn où tu pourras derrière développer chacun des points des offres que tu mentionnes, soit de mettre ça dans des PDF, des e-books et tout, et en faire les premières balles de ta machine inbound. Donc ça, c'est vraiment un vrai conseil que je donnerais. Et la dernière manière du cas client, tu vois, il y a le vrai cas client, le faux cas client, et pour moi, il y a aussi l'auto-cas client. Parce que des fois, t'as pas encore de client, mais tu as déjà fait pour toi ce que tu proposes aux autres. Mmh. Dans ce cas-là, tu peux le faire aussi pareil. Tu peux dire, voilà comment j'ai développé ma propre activité. Moi, je l'ai fait pour James Inbound. J'ai créé un vrai cas client, du coup, mais qui est aussi un auto-cas client sur comment avoir développé le nombre de leads et le nombre de rendez-vous clients pour James Inbound avec le même framework, contexte, réalisation, résultat. Ça, je te donnerai les liens. Ça peut peut-être être intéressant si tu veux Mmh. les partager. Voilà. Ouais. OK, donc effectivement, tu le dis, bon, il y a la prospection, créer du contenu, donc au final, c'est un petit peu appliquer l'inbound et tout, et c'est une façon, comme tu dis, bah, de gagner de la visibilité, d'essayer d'attirer des clients. Et après, je pense que tu l'as dit, et moi, c'est quelque chose que j'ai appris, tu vois, aussi en le faisant et que j'ai que j'ai fait par erreur, on va dire, que j'ai fait par chance un petit peu au début, tu vois? Mais c'est le réseau. C'est qu'effectivement, quand tu te lances, il y a 2 types de réseaux, moi, je considère, en tout cas. Tu as ton réseau pro, que tu as pu faire dans tes précédentes années et tout, et après, il y a l'écosystème freelance et il y a le réseau de freelance. Et ça, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai développé sans faire exprès, en me lançant, parce que quand j'envisageais de me lancer, j'ai échangé avec pas mal avec des freelances un petit peu expérimentés, qui avaient le même profil que moi, que j'avais été identifié sur Malte, tu vois? Je cherchais des gens qui avaient pas mal de missions sur Malte, qui étaient bien notés, qui étaient dans mon profil, pour les contacter après par LinkedIn, pour dire: «Au fait, voilà, je vais me lancer, je voudrais savoir un petit peu comment tu fais et tout». Et en discutant comme ça avec des gens, il faut savoir qu'en général, bah, tu as des freelances qui sont plus avancés, qui ont trop de missions, qui sont trop sollicités, et en fait on se fait beaucoup de passes dans le milieu, entre guillemets, entre profils. Et donc en fait, grossir ce réseau de freelance, que ce soit comme ça manuellement comme je l'ai fait, ou alors en tout cas en publiant aussi sur LinkedIn parce qu'on est tous très actifs, bah, de se rendre visible auprès de ces gens-là, c'est un bon moyen aussi, mine de rien, d'aller choper des missions. Voilà, ça existe quoi. Et donc le réseau pour moi c'est le premier levier au final. Enfin, T'as de raison. retour En fait, d'expérience t'as quoi. raison. Et tu vois, quand t'as créé ton podcast, indirectement, t'es en train de créer le réseau qui va t'amener des missions. Donc, comme tu dis, c'est pas des clients qui arrivent via ton podcast. Effectivement, hein, c'est un point que j'ai oublié de donner, mais je te rejoins à 100%. J'ai créé un podcast aussi à l'époque, voilà, qui continue un peu moins, mais qui s'appelle Shortcuts. Le but du jeu, c'était de documenter mon aventure, mais aussi de rencontrer des gens. En fait, le fait de Mmh. rencontrer des pairs, ça permet à des gens de savoir ce que tu fais et de pouvoir, parce que eux aussi, on a tous plein de rendez-vous avec des prospects et tout. Des fois, on n'est pas les bonnes personnes. Des fois, on a des gens qui vont venir nous demander, est-ce que tu connais un freelance qui fait ci, qui fait ça? Et créer son réseau et donc se rendre visible aussi auprès d'un réseau de d'autres freelances, ça permet de te positionner
le jour où ils ont dans leur entourage quelqu'un qui cherche quelqu'un qui. Ouais. Et ça, c'est vrai que on est tous contents de pouvoir le faire en fait, parce que quand tu as un prospect en face de toi ou un client qui te demande au fait, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un pour faire ce genre de truc-là, ben on a envie de pouvoir recommander quelqu'un quoi. Ou même quand tu dis non à une mission, je suis pas la bonne personne, mais par contre contacter un tel. Ah, ça augmente aussi toi en tout cas la valeur que tu apportes, même le côté Absolument. sympathique quand tu refuses une mission quoi. Et donc ça c'est vraiment un truc qui est vachement qui ne faut pas sous-estimer en tout cas. Tu vois, et donc les premiers trucs quand tu te lances, faire savoir à ton réseau que tu te lances et ce que tu proposes quoi, et puis du coup être capable aussi de te rendre visible auprès de l'écosystème quoi. Carrément. Top, écoute, merci pour tout ça. J'allais dire pour qu'on reprenne le sujet un petit peu à l'envers du coup aussi. On a parlé pas mal de bonnes pratiques ou en tout cas de comment est-ce que tu referais les choses. C'est quoi les erreurs à éviter quand tu te lances? Pour moi, c'est de faire la fine bouche. Je pense que je vais me cantonner vraiment sur celle-ci. Alors non, il y en a deux en fait. Faire la fine bouche, pour moi, c'est une erreur. Au début, tu prends tout. Mm. Au début, si je recommençais, je prendrais tout, tu vois. Et tu tries au fur et à mesure. C'est l'expérience qui fait que tu pourras affiner. Tu pourras affiner à la fois, comme on le disait, ton choix de mission, mais également ton spectre de mission. C'est-à-dire que tu pourras avoir de plus en plus de clients qui te ressemblent, mais tu pourras aussi de plus en plus te concentrer sur les parties de ton métier que tu préfères. Moi, c'était l'inbound. Donc j'ai arrêté tout ce qui était hors inbound. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième erreur, c'est de vouloir trop vite scaler. Parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais dans le freelancing, il y a quand même cette nouvelle mouvance du solopreneuriat où il faut créer des produits, décorréler son temps de ses revenus. En fait, le truc, c'est que c'est un peu, moi je parle souvent du mirage du scale, c'est que pour moi, le solopreneur, en fait, il a une base de freelance. Il vend son temps contre de l'argent à la base. Et c'est après, plus tard, quand il aura fait ça pendant longtemps et qu'il aura été successful en freelance, qu'il va pouvoir commencer à scaler. Et une vraie erreur, et franchement que je vois beaucoup, c'est de vouloir trop tôt créer un produit, vouloir trop tôt sponsoriser son média, sans avoir consolidé sa ligne de revenu principale qui est censée être le consulting. Voilà. Ouais. Et ça permet aussi, comme tu le dis, effectivement, de faire des missions. C'est là que tu vois, en fait, aussi, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer comme produit, Bien qui sûr, bien sûr. répondre à une offre. Il faut découvrir le marché, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de cumuler les missions. Et rapidement, parce que on déborde, on fait un épisode un petit peu long, mais en même temps, le sujet vaut le coup, quoi. J'allais dire, c'est toi, aujourd'hui, t'as plusieurs années derrière de freelancing. Est-ce que tu avais une vision claire dès le début de comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, un petit peu pivoté aussi d'une cible un peu plus corporate, machin, au final sur ta machine inbound pour solopreneur et pour freelance et solopreneur. C'était clair pour toi? Comment ça se passe ce trajet-là, quoi? C'était clairement pas clair. Donc du coup, c'était pas clairement, c'était pas clair. C'était pas clair et on entend souvent des phrases toutes faites du type le marché a parlé. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Et pour faire une petite rétrospective, moi j'ai accompagné des startups principalement, donc des CMO, CEO de startups dans la création de leur stratégie inbound et dans la création de leur machine inbound. Donc avec des contenus maillés entre eux qui permettront d'attirer des prospects, de les transformer en clients. Ça c'est Mmh. un peu ma promesse de mettre le contenu au service de sa croissance, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mesure de documenter aussi mon expérience de freelance, de parler d'inbound sur LinkedIn, j'ai d'autres freelance solopreneurs qui sont venus me voir en me disant, bah moi en fait ça m'intéresse ton truc, demander des conseils. Et sauf que l'offre que j'avais packagée un petit peu pour les CEO, CMO de startup, donc qui était mon ticket haut, pour reprendre Mmh. ce qu'on s'était dit avant, on va dire le ticket à 20 000 euros, bah, c'était pas du tout un budget acceptable pour des freelances. Ils ont pas Ouais. ça en fait. Moi-même, je paierais pas ça pour une presta aujourd'hui. Non, Par pas 20 contre, 000. c'est comme ça que j'ai créé mon ticket moyen. Mon ticket moyen à 2000, donc en fait qui est pas à 2000 aujourd'hui, qui est plutôt à 1500, mais qui montera à 2000 à terme, du bootcamp. Et c'est que j'avais tellement de personnes qui étaient intéressées pour apprendre l'inbound avec moi, euh, que j'ai packagé cette offre-là de bootcamp où c'est un accompagnement collectif, où finalement, en proposant aux gens de payer 1500 euros pour bénéficier de mon accompagnement et d'en avoir 10, ben, ça va me faire, moi, mes 15 000. Sauf que, donc ça va me faire ma rentabilité, sauf que ça sera beaucoup plus accessible à l'entrée pour les personnes qui participent au programme. Ouais. Donc ça, je pense, c'est hyper intéressant. Et surtout, j'ai remarqué en travaillant avec des startups que les startups ont beaucoup de budget, mais qu'elles n'ont pas énormément d'énergie. Dans le sens où il va falloir vraiment beaucoup les prendre par la main. Des fois, enfin, moi j'avais l'impression, j'ai été frustré par moment de mettre en place que 10% de ce que j'avais vraiment en tête, parce qu'en fait, ils partaient tellement loin des fois que ça leur suffisait les 10% qu'on avait fait ensemble, alors qu'on pouvait aller encore plus loin. Ouais. Et à côté de ça, les solopreneurs, ils ont moins de budget. Par contre, ils ont une énergie de dingue. Et si tu les drives un peu, tu les guides, tu leur expliques comment faire. Il y a une soif de connaissance dans notre milieu chez les Ouais. freelances. Et du coup, un tarif plus bas avec tout le mode opératoire pour faire,
un conseil personnalisé et tout, bah en fait moi j'ai pas besoin de faire pour eux, ils feront tout seuls, mais ils seront guidés. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon ticket moyen. Et mon ticket bas, je l'ai créé en fait en récupérant toutes les expériences que j'ai pu avoir en tant que freelance en inbound marketing et en les mettant dans un produit digital. Donc où je propose en fait tous les différents templates que j'ai pu utiliser pour assurer des collabs avec des clients, tous les process que j'ai, la manière dont on crée des contenus, dont on cadence sa stratégie de contenu, les checklists pour faire de l'amplification, enfin tout un tas de templates vraiment en fait qui m'ont permis de passer de 0 à 100K en freelance. En fait, je les donne dans cette formation-là parce que j'ai vendu des prestations d'inbound marketing et que c'est exactement la manière dont je me suis dont je l'ai fait pour mes autres clients. Voilà, tout simplement. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est qu'effectivement, et moi c'est pas enfin, c'est un petit peu pareil avec le recul, j'ai pas ce produit-là, mais ton offre, mon offre d'aujourd'hui, 1 an et demi après m'être lancé, c'est pas mon offre, 1 mois après m'être lancé, quoi. Et ma vision de ce que je peux apporter aux sociétés, à qui j'ai envie d'aller, à qui j'ai envie de vendre et où je veux aller aussi dans quelques mois, forcément ça évolue avec le temps. Et c'est ce qu'on disait, quand tu découvres ton marché, du coup tu te rends compte qu'il y a des besoins récurrents et ça peut faire naître de nouveaux projets, ça peut faire naître ce pivot comme tu l'as fait toi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi quand tu te démarres, c'est que le chemin il est pas tout tracé, quoi. Et comme une boîte au final, hein, tu combien de boîtes qui pivotent parce que tu penses avoir une idée, tu découvres un petit peu, puis en fait tu te rends compte que ton besoin il répond pas tout à fait, ou alors c'est mieux dans un autre type d'utilisation, et puis tu changes un peu ton use case, et au final c'est la vie d'un indépendant, c'est aussi ça, quoi. Ok, bah écoute, super, merci pour tout ça, Cédric, merci pour tout ton partage d'expérience et ce retour un petit peu sur tout, comment aborder un petit peu ce trajet-là. Si tu avais juste un dernier conseil à mettre en avant de tout ce qu'on a pu se dire, ce serait quoi? Un conseil qu'on s'est pas vraiment dit, mais qui est à mon sens hyper important pour les marketeurs qui vont se lancer en indé, ça serait de favoriser, d'avoir une première offre qui va favoriser ce qu'on appelle le time to value. C'est le fait que entre la première conversation avec le prospect et les premières informations à valeur ajoutée, les premiers livrables que tu vas lui rendre, il se passe le moins de temps possible. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent pas forcément optimisé chez les freelances. Et pour moi, en fait, j'ai un format workshop que je trouve ultra pertinent et que tout le monde peut me piquer, en fait, parce que ça permet de cadrer la collaboration et de faire en sorte qu'on ait en fait un call prospect rapide d'une demi-heure. On les bascule sur un format workshop de 2 heures qui sera payant. Donc, ça évite de passer trop de temps, en fait, à faire des discussions, des propals et tout. En fait, on construit tout le plan d'action pendant le workshop. À la fin, le prospect sort avec son livrable, plan d'action priorisé, qui va faire quoi. Et à ce moment-là, tu as une fourchette. Enfin, t'as un arbre de décision. Soit ils ont envie de continuer à bosser avec toi, et ça part sur un format consulting, tarif journalier, etc. Soit ils ont pas envie de le faire, mais toi t'as pas perdu ton temps entre guillemets parce que t'as quand même t'as rémunéré ton travail et t'as proposé une valeur directement activable et actionnable à tes prospects. Moi je fais ça depuis le tout début. C'est ce format workshop au début, tu vois, que je vendais 200 euros pour 4 heures. Te dire 200 euros pour 4 heures, et on passait 4 heures face to face, hein, c'était de la visio. Et à la fin, ils avaient leur livrable et tout. Vraiment atelier. Et maintenant, c'est 400 euros pour 2 heures parce que j'en ai fait plus de 50 et que le format, en fait, plaît beaucoup. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les gens continuent avec moi. Et quand ils continuent pas avec moi, c'est qu'il y a des problématiques de budget. Auquel cas, maintenant, j'ai tout mon petit réseau pour leur proposer quelqu'un d'un peu plus junior. Ou c'est des questions de temps, ou c'est que finalement, ils ont compris qu'ils pouvaient le faire un petit peu tout seul ou en interne et ils le font tout seul. Donc ça, vraiment, le time to value, moi, j'insisterai sur packager une offre ou avoir un process clair pour faire en sorte que le time to value soit le plus court possible. Ok, top, super intéressant. Bon, écoute, on va en rester là parce qu'on a déjà dit plein de choses. On pourrait parler des statuts et tout, des formats à adopter, mais il y a 1000 trucs. Pour ceux qui veulent te retrouver, si jamais il y a des questions, on peut te trouver sur LinkedIn. Tu l'as dit, tu as aussi newsletter, podcast et tout, donc je mettrai les liens dans la description. Et puis moi, du coup, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Merci encore, Cédric. Merci Axel, à bientôt. Salut tout le monde. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.